Flaubert Vuillier, ravi de vous accueillir. Merci Arnaud, bonjour. Bonjour, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH et vous utilisez régulièrement ici sur ce plateau et choisissez des thèmes assez disruptifs. Alors celui-ci, il est psychologique, sociologique. Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un qui a, on va le dire, je mets des guillemets, foiré son entretien? Ça, c'est le sujet que vous portez. Oui ou non, on peut le recruter? Alors oui, on peut le recruter. Tout dépend de l'échec qu'il a connu, des raisons de son échec. On peut aussi se poser la question, quand il a loupé, est-ce que le recruteur, lui, a été bon? Parce que c'est un match à deux. Hein. C'est un match à deux. Ouais, c'est vrai. Un bon candidat, un bon entretien, c'est comme un match de tennis, il faut être deux. Bon, à un moment donné, est-ce que le recruteur a été bon? Après, il peut y avoir évidemment des loupés qui sont rédhibitoires, ça reste évident. Mais on touche quand même un mythe. L'entretien de recrutement, c'est l'épreuve ultime, c'est l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, c'est le truc quand même, voilà, tout le monde... On n'en dort pas de la nuit la veille. On n'en dort pas de la nuit, voilà, c'est quelque chose de très important. Vous nous dites qu'il faut être deux pour faire un bon entretien. Il y a parfois des éléments rédhibitoires, on les met de côté. Il ne connaît pas l'entreprise, il n'a pas le niveau requis, ça c'est rédhibitoire. Oui, c'est le commercial qui n'arrive pas à se vendre. À un moment donné, on va se projeter en se disant, tiens, si lui n'arrive pas à se vendre, bon, ça va être compliqué quand même qu'il vende mon produit demain. Mais quand même, sur le fond, cette espèce de moment ultime dont vous parlez, ça sert à quoi vraiment l'entretien finalement? Disons que ça sert à voir la personne, entre guillemets, sous son meilleur angle. C'est aussi ça le job du recruteur, c'est faire que la personne donne le meilleur d'elle-même, qu'on arrive à se dire, je la projette ou pas dans le poste. Nous, on fait du recrutement, on a des clients qui nous mandatent. Est-ce que je la projette dans le brief que le client m'a donné? Mais il y a évidemment tout un travail à faire en amont pour arriver à projeter ou pas la personne. Mais en creux, est-ce que l'entretien, c'est un juge de paix, réellement? Parce qu'on peut avoir des compétences et passer totalement à côté. Oui, mais on a aussi... Si c'était un juge de paix, on se dirait, la personne qui réussit son entretien, on la prend. Alors qu'on a toutes et tous connu la star de l'entretien, et le jour où il commence, on se dit, mais c'est pas lui, c'est son cousin, c'est son frère. C'est fréquemment arrivé ça. Et c'est pas le même que j'ai vu en entretien. Donc si c'était un juge de paix, dans ce sens-là, on se dirait, ok, il réussit, je prends, mais il y a quand même parfois des échecs derrière. Dans l'autre sens, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que je me dis qu'il a loupé son entretien. Moi, il y a une phrase que je n'aime pas, et pourtant elle est très souvent prononcée en recrutement, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais le job du recruteur, c'est pas d'avoir des doutes, c'est d'avoir à un moment donné une certitude en levant son doute. Et qu'est-ce qu'il va faire pour lever ses doutes? Alors, il y a quand même un sujet que vous soulevez en creux, c'est le débat de l'oralité. Un petit peu une de mes compétences, enfin je l'espère, c'est de se dire, après tout, on est face à un ingénieur informatique, quelqu'un qui est extrêmement compétent dans le logiciel ou l'outil qui va bien, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Enfin, on le met à l'essai tout de suite pour voir s'il sait s'en servir, ou on essaie de le faire parler, lui tirer les vers du nez au risque de le stresser encore plus. Alors déjà, on va le mettre à l'aise, on va lui expliquer que ça ne va pas être sur sa capacité orale qu'on va le recruter, et puis ensuite on va le mettre en situation, et normalement là, il va se révéler parce qu'il va être entre guillemets dans sa zone de génie, dans sa zone de plaisir, dans ce qu'il maîtrise, et il sera beaucoup plus à l'aise que si on fait un focus sur sa faculté à prendre la parole devant nous. Donc ça veut dire qu'il faut, en fonction des profils, mettre plus ou moins en situation la personne, parce que l'ingénieur, on a besoin de savoir si un soudeur, c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire un entretien d'embauche avec un soudeur. On veut juste savoir s'il s'est soudé. Enfin, vous êtes d'accord? Oui, après on veut voir sa personnalité, on veut qu'il nous parle de lui, on veut qu'il nous parle de sa relation au travail, de sa vie, etc. Donc il faut quand même échanger avec lui. Après, le job à faire aussi, c'est très important. Un entretien de recrutement, c'est comme un concours. Et il faut comparer. Pour comparer, quand on a un poste et qu'on voit des candidats, il faut poser les mêmes questions. Il faut un peu une grille quand même. Il faut une grille. Mais l'entretien, c'est un piège ou c'est une manière de faire éclore le candidat? Parce que c'est vrai qu'on est tellement stressé, on se dit, je me jette dans la gueule du loup. Ça ne doit pas être ça, un entretien. Ça doit justement être une manière de faire éclore le candidat. Alors si notre job, c'est de tendre des pièges au candidat, le job du recruteur, c'est quoi? C'est de transformer une personne, un profil. Moi, je vais faire de la chasse sur LinkedIn. Je dois transformer ce profil LinkedIn en candidat. Pour ça, je dois avoir entendu ce que m'a dit mon client et ce qu'il m'a pas dit aussi. Donc, vraiment poser plein de questions pour comprendre le poste, ok, et le contexte, et l'environnement. Bien sûr. Et puis ensuite, aller approcher le candidat, enfin, qui n'est pas encore candidat, qui est juste un profil, la personne, et la transformer en candidat, en lui donnant envie de s'asseoir dans le bureau de mon client. Avant de nous quitter, quand même, est-ce qu'il peut arriver
qu'un recruteur se dit, je suis passé à côté, un peu comme on passe à côté d'un match de football ou de tennis, et de se dire, je vais me redonner une chance avec ce candidat. Bien sûr. Et c'est, je pense, l'humilité, la remise en question qu'on doit avoir. Un sportif peut se louper, un coach, des très bons coachs, loupent leur match. Ça n'a pas matché. On a le droit de se dire, j'ai peut-être pas été très bon sur cet entretien, on reste des êtres humains. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas ciblé les bonnes choses, ou parfois même le poste évolue un peu. J'ai refait un point avec mon client qui me dit, ah, j'avais oublié de te dire, il y a ci, il y a ça. Et bien là, on redonne la chance au candidat si on se dit, OK, il y a de la matière. Et c'est ça le travail. Et là, le candidat repart de nouveau avec la boule au ventre, il ne dort pas de la nuit et il retourne dans le bureau du recruteur. Non, il se dit plutôt, j'ai une deuxième chance. J'ai une nouvelle opportunité, je vais la saisir. Voilà. Et nous, on est là pour ça, pour changer la vie des gens. C'est un beau métier quand même au final. C'est un très beau métier, en effet, à condition que ce ne soit pas un piège, un show-strap, mais vraiment un moment d'éclosion de la personnalité. Oui, je pense que celui ou celle qui voit ça comme tente des pièges, il a un petit truc à régler au fond de lui, je pense. C'est ça. Merci. 2-3 adresses à lui conseiller. Vous viendrez nous en parler justement de ces recruteurs un peu pervers. Merci Flaubert Vullier. Merci Arnaud. La Manufacture RH, merci de nous rendre visite régulièrement sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, c'est le cercle RH, on va parler, alors vous allez le voir, pas exclusivement l'IA qui inonde l'actualité, mais de la transfo numérique plus globale, dans lequel évidemment s'inscrit l'IA. Un outil essentiel, un levier essentiel, et c'est aussi une manière d'engager les collaborateurs. On en parle avec 2 experts, ils sont mes invités dans le cercle RH.